Pendant un quart de siècle, une opération financière d'une ampleur colossale s'est déroulée presque sous silence. Plus de 200 milliards de dollars de prêts accordés par des banques d'État chinoises ont été injectés dans l'économie américaine entre 2000 et 2023, selon les rapports conjoints d'EdData, Université William & Mary, et de Strategy Risks, publiés en novembre 2025. Ce n'est pas de l'investissement classique, ce sont des mouvements de capitaux extrêmement discrets, masqués par des montages offshore aux îles Caïmans, aux Bermudes ou dans le Delaware, là où l'opacité est reine. L'objectif n'a jamais été uniquement la rentabilité financière. Il s'agissait de créer des dépendances stratégiques, durables, dans les secteurs les plus sensibles. Énergie, robotique, semi-conducteurs, logiciels de défense, infrastructures critiques et même assurances, liées aux services de renseignement américains. Commençons par un cas qui a fait frémir Washington quand la vérité a fini par éclater. L'affaire Ironshore. En 2015, le groupe chinois Anshan, soutenu par des prêts géants de la Banque de développement de Chine et de la Banque d'import-export de Chine, rachète 80% de l'assureur américain Ironshore pour 1,2 milliard de dollars. Parmi les clients d'Ironshore figuraient des agents actifs et retraités du FBI, Bureau fédéral d'enquête, de la CIA, Agence centrale de renseignement, et d'autres agences classées secret défense. La transaction passe d'abord inaperçue, car elle est structurée via des entités offshore. Ce n'est qu'en 2018 que le CFIUS, Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis, oblige les acheteurs chinois à revendre leur participation. Trop tard. Les données ont déjà circulé pendant 3 ans. Deuxième exemple, tout aussi parlant, 2016, État du Michigan. Un fabricant américain de robots industriels haut de gamme est racheté par une entreprise chinoise. Le financement ? 150 millions de dollars prêtés par la Banque d'import-export de Chine. Timing parfait. C'est l'année où Pékin lance officiellement le plan Made in China 2025, dont la robotique est l'un des 10 piliers prioritaires. Troisième cas, encore plus récent et encore plus inquiétant, Apex Microsystems, anciennement Atoptech, une pépite californienne qui conçoit les logiciels EDA, automatisation de la conception électronique, indispensable pour fabriquer les puces les plus avancées. En 2023 à 2024, la société dépose le bilan. Une coquille enregistrée à Hong Kong, Avatar Integrated Systems, se présente pour racheter les actifs lors de la procédure de faillite. Derrière Avatar, un magnate chinois de l'acier et une holding dont une grande partie des fonds provient de prêteurs liés au Parti communiste chinois. Normalement, le CFIUS, Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis, aurait dû bloquer l'opération en 48 heures, or rien ne se passe. Pourquoi ? Parce que les achats lors de procédures de faillite échappent très souvent au radar du comité, personne n'est obligé de le prévenir. Résultat, en quelques semaines, une technologie classée critique pour la sécurité nationale par le département de la défense américain manque de tomber entre des mains liées à Pékin. Et ce n'est pas un cas isolé. Strategy Risks a identifié au moins 13 entreprises américaines de technologies sensibles aujourd'hui sous contrôle chinois, direct ou indirect, via des montages similaires. Ce qui change fondamentalement la donne, c'est que nous ne parlons plus d'usines de textiles ou de jouets. Nous parlons de code source, de propriété intellectuelle, de données, d'algorithmes, des actifs immatériels impossibles à rapatrier une fois transférés. Et pendant ce temps, les géants américains les plus emblématiques sont devenus structurellement dépendants de la Chine. Apple, 19% de son chiffre d'affaires vient du marché chinois. Presque toute la chaîne d'assemblage est sur place. Les terres rares nécessaires aux batteries et écrans sont à 80 pour 100% sous contrôle chinois. Tesla, l'usine de Shanghai, représente plus de 50% de sa production mondiale. Elon Musk lui-même a reconnu en 2024 que fermer cette usine signifierait diviser par 2 la capacité de Tesla du jour au lendemain. Disney, le marché chinois est devenu indispensable au financement de ses superproductions. Certains films sont même modifiés en amont pour ne pas froisser la censure de Pékin. Coca-Cola, Intel, Microsoft, Boeing. La liste est longue. Selon le classement 2025 de Strategy Risk, 10 des 15 entreprises américaines les plus dépendantes de la Chine sont des icônes mondiales. Et cette dépendance n'est pas seulement commerciale, elle est contractuelle. Des clauses de prêt anciens permettent, en cas de défaut de paiement, de convertir la dette en prise de participation à la gouvernance, voire en prise de contrôle total. Imaginez un seul instant un conflit ouvert dans le détroit de Taïwan.
Un simple ordre de Pékin et des dizaines de milliards de dollars de créances peuvent être rappelés ou convertis. Sans un seul tir, la Chine pourrait paralyser des pans entiers de l'économie américaine. Mais pourquoi est-ce que nous, Européens, devrions nous sentir concernés ? Parce que exactement les mêmes mécanismes sont à l'œuvre sur notre continent, parfois même plus rapidement. Le port du Pirée en Grèce, 67% appartient à COSCO, China Ocean Shipping Company, entreprise d'État chinoise. Des terminaux stratégiques dans les ports d'Anvers, de Rotterdam, de Trieste, de Bilbao. Partout des participations chinoises majeures. En Allemagne, le rachat de KUKA, leader mondial de la robotique industrielle, par Midea en 2016, a fait l'effet d'un électrochoc, mais n'a pas été bloqué. En France même, malgré les déclarations officielles, des pépites de la French Tech dans l'intelligence artificielle et la photonique ont reçu des financements chinois via des fonds basés à Luxembourg ou à Singapour. Et n'oublions pas la dette africaine. Plus de 60% des prêts bilatéraux du continent sont détenus par la Chine. Quand un pays africain ne peut plus rembourser, il cède des mines de cobalt ou de lithium, qui finissent dans les batteries des voitures électriques européennes. Nous sommes donc déjà dans la même toile, juste quelques années en retard par rapport aux États-Unis. Ce qui rend la situation encore plus dangereuse, c'est le caractère hybride de ces opérations. Elles sont à la fois légales, discrètes et réversibles. Aucun tank, aucun soldat, aucune déclaration de guerre. Juste des contrats signés il y a 10 ou 15 ans qui contiennent des clauses dormantes prêtes à se réveiller le jour où Pékin le décidera. Les experts en sécurité nationale parlent désormais de interdépendance militarisée. Et le plus ironique, pendant que les États-Unis et l'Europe se déchirent sur les droits de douane et les subventions vertes, la Chine continue patiemment d'acheter le futur. Un prêt-à-taux préférentiel après l'autre. Alors que faire ? Plusieurs pistes sérieuses sont sur la table à Washington et à Bruxelles. Premièrement, réformer en profondeur les mécanismes de filtrage des investissements. CFIUS aux États-Unis, mécanisme européen de contrôle des investissements étrangers de 2019 qui reste très inégal selon les pays. Deuxièmement, créer des fonds souverains massifs pour reprendre le contrôle des actifs stratégiques en cas de faillite, comme le fait déjà le Japon avec son fonds INCJ. Troisièmement, accélérer le friendshoring, relocalisation chez des alliés, et le nearshoring, relocalisation à proximité, transférer les chaînes critiques vers des partenaires fiables, Mexique, Vietnam, Inde, Maroc, Europe de l'Est. Mais tout cela prendra du temps, beaucoup de temps, et c'est précisément ce que la stratégie chinoise a toujours privilégié, le temps long. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, les entreprises américaines fuient massivement le marché chinois. Selon l'American Chamber of Commerce à Shanghai, Chambre de commerce américaine à Shanghai, seulement 48% des firmes prévoient encore d'y investir. En 2025, contre 80% il y a 2 ans. Ce n'est pas une simple correction de marché. C'est un mouvement de panique silencieux des conseils d'administration qui ont enfin compris l'ampleur du piège. La question n'est donc plus de savoir si la Chine a acquis un levier considérable sur l'économie occidentale. La question est, quand décidera-t-elle de l'actionner ? Et surtout, serons-nous prêts le jour où elle le fera ? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, likez, partagez et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine enquête. Dans les commentaires, dites-moi, pensez-vous que l'Europe réagira à temps ou sommes-nous déjà trop engagés dans la toile ?